toutes et à tous. Ravi d'être présent cet après-midi pour modérer une discussion avec mes chers panélistes que je salue au niveau de l'innovation, de la technologie et des enjeux de durabilité dans notre industrie. On va explorer ensemble les méandres de tout cela dans les prochaines minutes. L'innovation, la technologie, les secteurs financiers ont toujours vogué main dans la main, je dirais, au cours des dernières années. Il y a eu plusieurs moteurs de la transformation digitale, numérique, technologique de notre industrie. On peut penser aux nouveaux modèles de consommation, aux besoins des clients, des membres, des entreprises pour avoir des produits et des services numériques. Ça a été une première vague au niveau de la transformation. Aujourd'hui, avec les considérations environnementales, sociales et de gouvernance, on peut penser que devant nous, nous avons là le prochain grand driver, le prochain grand moteur de la transformation de l'industrie financière. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble au cours des 40 minutes qui nous restent. Je suis accompagné cet après-midi de Marie-Paul Janson, qui est vice-présidente en charge de la stratégie, de l'impact et de la durabilité au MILA. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Je suis également présent avec Eric Salobir, qui est président de la Human Technology Foundation et également membre du Conseil national du numérique français. Bonjour Eric. Bonjour. Marianne Vincent se joint également à nous, qui est vice-présidente Finance Climat, ou Climate Finance, comme on dit en France, au niveau de SWIP. Et enfin, Marie-Josée Privic, qui est chef de l'innovation ESG chez Novisto. Bonjour à vous tous et tous. J'aimerais débuter peut-être cette première question en vous permettant de vous présenter, de présenter vos organisations, puis surtout de nous exprimer un peu ce que les questions de durabilité veulent dire pour chacun et chacune d'entre vous dans vos rôles, dans vos fonctions et dans les organisations que vous représentez. J'aimerais peut-être commencer avec toi, Marie-Paul, et on terminera avec Marie-Josée, si ça vous convient. Parfait, merci, avec plaisir. Oh, plusieurs. J'en fais à peu près 2, 3 par mois. Ah. Alors, donc chez Mila, je suis comme... Antoine, c'est le slammer qui est de retour. La technologie. C'est ça, bon. La technologie, oui. Elle nous joue des tours des fois. Exact. Alors, comme tu l'as mentionné, je suis en charge de la stratégie, de l'impact et de la durabilité. Donc, chez Mila, c'est 3 éléments qui vont main dans la main et qui nous amènent à réfléchir à l'avenir de ce centre de recherche. Qu'est-ce que Mila? Je pense que ça vaut peut-être la peine d'en parler brièvement pour ceux qui connaissent peut-être pas. On est l'Institut québécois en intelligence artificielle. On est une communauté qui regroupe près de 1500 étudiants-chercheurs qui se spécialisent en apprentissage automatique. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage automatique, le machine learning? Je pense que pour la discussion, ça vaut aussi la peine de peut-être en jeter les bases. Alors, c'est un agent qui essentiellement peut évaluer et améliorer sa performance sans même que son programme soit modifié pour ce faire, simplement en ajoutant des données ou en réorganisant la façon que les données, qu'il utilise les données qui ont été mises à sa disposition. Ça permet de prendre de faire des prédictions ou de même aider à la prise de décision sans intervention humaine. Donc, chez Mila, le cœur de notre travail, c'est vraiment la recherche fondamentale et donc non dirigée dans ce domaine d'application-là, mais vraiment la recherche de pointe qui nous permet de faire vraiment les dernières avancées dans l'intelligence artificielle. Mais Mila a aussi de nombreux programmes qui nous aident à travailler, à accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle avec les différents milieux preneurs de plusieurs façons, mais notamment avec notre équipe d'IA pour l'humanité. Et puis ça, je pense que c'est très pertinent à la discussion qu'on va avoir. C'est à la base même de l'ADN de Mila et de l'écosystème québécois d'intelligence artificielle de faire de l'IA responsable. Et ça veut dire 2 choses. C'est faire une IA qui est éthique, qui est non biaisée, mais aussi d'avoir une conviction profonde que l'intelligence artificielle peut servir et doit être mise à profit pour s'attaquer à de grands enjeux de société comme l'environnement, la santé et l'éducation. Merci beaucoup, Marie-Paul. Eric? En fait, ça fait assez bien le lien parce que Human Technology Foundation, c'est aussi la volonté de placer l'humain au cœur du développement des technologies. Et c'est pour ça qu'on travaille de façon assez fructueuse avec le MILA. Donc, la Human Technology Foundation, c'est une fondation qui est basée au départ en Europe, mais qui a aussi un chapitre montréalais qui s'appelle Institut de la technologie pour l'humain et qui accompagne les gouvernements et les entreprises, dont pas mal d'investisseurs, sur ces questions autour de l'impact de la technologie sur l'humain et sur la société. Et c'est vrai que moi, je me faisais la réflexion en venant que quand on regarde un peu le lien qui existe entre technologie et ESG, on peut le voir de 2 façons. Il y a d'un côté la technologie
pour répondre aux besoins ESG, donc pour analyser les données, etc. Et c'est extrêmement important, mais il y a aussi l'impact de la technologie elle-même. On a parlé du machine learning, on a tous en tête ce qui se passe en ce moment avec les large models et par exemple ChatGPT. On voit que l'impact sur l'environnement, sur l'économie, sur la société, sur la politique, il va être énorme. Et en fait, je pense que cet impact, il est maintenant transversal dans tous les portefeuilles d'investissement, quel que soit le secteur, c'est plus seulement dans la technologie, et il est assez massif. Et on se rend compte que l'impact environnemental, on bénéficie de 20 ans de travail du GIEC, c'est déjà pas facile à évaluer, c'est déjà pas facile à gérer, mais pour l'impact sociétal, on n'a pas ces 20 ans de recul et c'est encore plus difficile. Et ce qu'on a vu en Europe, par exemple en France, c'est quand on essaie de traiter l'environnement sans traiter la dimension sociétale, en fait, les gens se sentent un peu floués. C'est fin du monde versus fin du mois. Ils disent, oui, mais moi, what's in it for me? Et en fait, à un moment, ça crée de la violence sociale et on voit bien qu'on est obligé de traiter cette dimension-là. Et on voit que malheureusement, pour le moment, l'impact des technologies sur la société, c'est un peu l'angle mort de beaucoup de frameworks ESG. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'investisseurs, dont la Banque Royale du Canada, sont venus nous voir pour qu'on essaie de travailler ensemble. On est un think tank, donc c'est un peu notre vocation, pour essayer de les aider à voir plus clair et à mettre en place un framework qui ensuite est open source et dont ensuite des entreprises peuvent se saisir, mais pour essayer d'avancer un peu dans ce domaine-là. Voilà un peu ce qu'on fait en quelques mots. Merci beaucoup, Eric. Donc, je vais présenter Sweep. Donc, Sweep, on est une plateforme SaaS qui permet de piloter la stratégie climat et ESG des entreprises et des acteurs financiers. On est du coup une Climate Tech qui a été créée en 2020 par 3 cofondateurs qui viennent du métier de la data. Donc, justement, on a fait une plateforme qui est très robuste en termes d'infrastructure de données, de sécurité de la donnée, parce que quand on travaille avec des grands groupes ou des banques, effectivement, on doit s'assurer aussi que la donnée est bien sécurisée sur toute la chaîne de valeur. Mais on est aussi Bicorp depuis le premier jour et notre mission, c'est de réduire les émissions de nos clients et d'avoir un impact positif sur la planète. Et donc, on s'est entouré assez rapidement d'experts climat qui s'assurent que ce qui sort de la plateforme, c'est une vraie empreinte carbone assez granulaire, justement pour identifier les plans d'action et pouvoir suivre et piloter une trajectoire SBTI, par exemple. Donc, on a commencé avec le carbone. Donc, pour nous, c'est important d'être un outil opérationnel, d'engager vraiment tous les départements d'une entreprise, la direction opérationnelle, la direction financière, la direction des achats, la direction des investissements. Et donc, on en a fait un outil très collaboratif. Et je reviens un peu sur ce que disait Lisa French juste avant sur la capacité, en fait, des cabinets de conseil à suivre sur toutes les normes de les normes réglementaires sur la durabilité. La technologie est là pour aider et la technologie et l'humain. Les plateformes font partie d'un écosystème. Donc nous, on travaille aussi avec beaucoup de cabinets d'audit, de cabinets de conseil, parce que l'humain est aussi très présent pour prendre des décisions. La technologie est là pour aider, pour faciliter. Et donc, c'est la mission première de Sweep. Merci beaucoup, Marianne. Marie-Josée. Merci, bonjour. Merci de l'invitation à participer aujourd'hui. Beaucoup d'éléments semblables. Novisto, je suis chef de l'innovation ESG chez Novisto. Novisto, c'est une plateforme logicielle SaaS de gestion de données ESG pour aider les entreprises à collecter leurs données ESG et à s'en servir, que ce soit pour inclure dans leur reddition de compte ou pour s'en servir comme outil de gestion, donc aussi créé 2020, aussi par 3 cofondateurs, issus de la tech ou à peu près. Donc, un milieu qui est en très rapide évolution, qui est en effervescence. On aide les entreprises à numériser leurs données ESG lorsqu'elles ne le sont pas, donc à structurer, organiser et rendre plus efficace le processus de collecte de données, donc le single source of truth, pour des données qui sont aujourd'hui non structurées, il y en a quand même pas mal, mais il y a aussi beaucoup de données qui le sont déjà, et donc pour ces données-là, on n'est pas là pour remplacer les systèmes informatiques qui existent déjà, donc les entreprises, puis je pense qu'on va peut-être avoir la chance d'en reparler plus tard, mais ont besoin de plusieurs outils informatiques, c'est pas une plateforme qui va répondre à tous leurs besoins, mais pour ces données qui sont déjà numérisées, on pense ressources humaines, santé environnementale, gestion de la chaîne d'approvisionnement. On est là pour la capter. On est le Central System of Record pour des données qui sont déjà numérisées. Pourquoi? Bien, pour pouvoir permettre aux praticiens d'avoir l'ensemble des données dont ils ont besoin, soit pour leur édition de compte
soit pour la gestion. Pourquoi? Parce que une donnée de qualité permet d'avoir une reddition de compte de qualité. Donc, on s'en va vers une reddition de compte qui va être auditée à terme et aussi permet de prendre de meilleures décisions parce que c'est un intrant à la prise de décision. Merci beaucoup à vous quatre. Je retiens de trois de vos interventions que l'humain revenait souvent au centre de ces questions-là et finalement aussi du développement technologique. J'en vais peut-être rester dans un premier temps là-dessus. Donc la tech, l'IA au service de l'humanité, c'est des thèmes qui sont chers du côté du Mila, notamment avec toi Marie-Paul et Eric également. Mais Marie-Paul, tu as commencé à l'esquisser. Le Mila, c'est un organisme à but non lucratif qui a vraiment la responsabilité sociale au cœur de sa mission, de ses valeurs. Tu l'as pas mentionné, tu le feras peut-être, mais il y a également la déclaration de Montréal pour une utilisation et un développement responsable de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous présenter un peu des projets sur lesquels aujourd'hui le Mila collabore avec des entreprises, des organisations de toute taille, que ce soit chez nous et également à l'international, et nous expliquer finalement comment cette intelligence artificielle-là, elle peut être vraiment utilisée de façon responsable dans une perspective aussi qui est celle de la mesure un peu de la performance extra-financière, ESG, environnementale, sociale, de gouvernance, et d'essayer de minimiser un petit peu tous ces risques qui sont associés. Oui, absolument. Alors, je pense qu'il y a trois façons de regarder la question qui nous est posée aujourd'hui. Tout d'abord, la première, c'est l'IA comme outil de mesure. Et ça, je pense que Marianne et Marie-Josée sont encore mieux placées que moi pour parler des opportunités, des défis qui entourent ça. Par contre, à l'IA pour l'humanité, chez Mila, on a un projet très concret dont j'aimerais vous parler qui concerne l'esclavage moderne. Donc, il y a une chercheure qui s'appelle Adriana Eufrosina Bora qui travaille activement à cette question-là. Alors, elle a constaté qu'il y a des lois un peu partout à travers le monde qui forcent les entreprises à détailler les mesures qu'elles prennent pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'esclavage dans leur chaîne d'approvisionnement. Mais bien souvent, ces rapports-là sont obscurs, difficilement accessibles. Alors, ce sur quoi elle travaille, c'est de développer vraiment des outils technologiques qui permettent de lire, si on veut, automatiquement ces déclarations-là au sein de ces rapports-là. Et en utilisant le traitement du langage naturel puis de la linguistique computationnelle, elle arrive à rédiger, à générer un aperçu approfondi de ces rapports-là, de ces déclarations-là, et de faire une évaluation au niveau de la conformité que l'entreprise a à ces lois sur l'esclavage moderne. Donc, un projet vraiment à garder en tête. Le deuxième angle, je pense, qui est important, c'est qu'on peut pas vraiment occulter, surtout de nos jours dans les médias, c'est vraiment, comme Éric l'a mentionné aussi, l'industrie de l'IA comme objet de l'analyse ESG. Par exemple, en matière de puissance de calcul, il y a quand même un impact environnemental qui peut potentiellement être assez grand, étant donné l'énergie qui est nécessaire pour entraîner les algorithmes. Mais plus récemment, les débats ont tourné sur l'IA générative, les Large Language Models. Si vous avez manqué le panel entre Yoshua Bengio et Yuval Noah Harari à C2 Montréal la semaine dernière, il sera probablement, on l'espère, disponible en ligne bientôt. Je vous encourage à aller le regarder. C'est vraiment la marque d'une augmentation de la prise de conscience sociale des impacts que l'intelligence artificielle et des solutions comme celle-là peuvent avoir sur notre démocratie et sur les droits humains, puisque de plus en plus, il y a des décisions qui sont prises qui affectent les gens. Alors, Mila est très active sur ce volet-là, à la fois au niveau international pour s'assurer que les réglementations qui soient développées soient les bonnes, qu'on puisse l'orienter dans la bonne direction, fait des formations également et met à la disposition du public et des entreprises des ressources pour rendre, justement, tu as mentionné la Déclaration de Montréal. Au Québec, on a été vraiment à l'avant-scène en préparant cette déclaration-là. Mais ce sont de grands principes qui sont difficiles à appliquer vraiment au sein de l'entreprise. Alors, on a une équipe dédiée à accompagner les entreprises. On a des travaux avec l'UNESCO où un rapport a été développé pour rappeler l'importance de réglementer l'intelligence artificielle et de façon plus concrète dans certains domaines, comme par exemple l'IA dans le domaine des villes, un rapport avec UN Habitat qui vise à avoir un meilleur avenir urbain et qui regardait le potentiel et les risques de l'intelligence artificielle dans ces domaines-là. Le troisième et dernier volet de cette question, c'est vraiment l'IA comme vecteur d'innovation, comme levier pour améliorer la performance ESG de nos entreprises et des entreprises dans lesquelles vous investissez. Alors, j'ai parlé des risques de l'intelligence artificielle, il ne faut pas les ignorer, mais il y a quand même des situations
beaucoup moins risquées où je crois qu'on devrait être plus proactif. Alors, c'est des situations où les applications nécessitent pas des données confidentielles ou sensibles, où il n'y a pas de risque de biais ou de prise de décision qui résulterait dans un traitement qui est inéquitable, surtout dans des domaines où il y a des pénuries de main-d'œuvre très graves, où on n'est pas en train de remplacer des emplois ou de déplacer des emplois, par exemple dans le domaine de l'agriculture, et encore plus pertinent dans un contexte d'écart de productivité criant avec nos voisins. Je vais vous donner un exemple concret, puis après ça, je vais terminer mon intervention. C'est Brainbox AI, qui est une entreprise québécoise. Si vous la connaissez pas encore, je vous encourage vraiment à aller regarder. Ils ont développé une solution d'intelligence artificielle qui, à distance, permet d'optimiser les systèmes de CVC, en bon anglais, le HVAC, là, le chauffage, ventilation, climatisation. Puis, avec leur solution, ils peuvent réduire de 40% l'empreinte carbone d'un édifice, réduire les coûts énergétiques de 25% et augmenter de 50% la durée de vie des équipements. Alors ça, à mon sens, il n'y a aucune raison pour laquelle on ne déploie pas plus massivement ces solutions-là. Nos concurrents le font, alors il va falloir être à l'avant-scène de tout ça. Merci beaucoup, Marie-Paul. La technologie a beaucoup de solutions possibles en termes de durabilité sur les questions sociales, mais Eric, dans ta présentation, tu nous parlais un peu plus du pourquoi au niveau du développement technologique et des impacts que ça peut avoir, mais comment finalement on peut évaluer ces impacts-là dans le développement technologique et également l'intelligence artificielle qui fait partie des technologies aussi émergentes. Mais en fait, avant de l'évaluer, vraiment, l'idée, c'est déjà d'essayer de voir quels sont les types d'impacts qu'on peut découvrir. Et en fait, on se rend compte que selon les sujets, par exemple, on a travaillé sur l'identité numérique à la demande de Anne-Marie Hubert, qui est quelque part dans la salle, et qui en fait nous a mis en contact avec le Conseil canadien pour l'identité numérique pour essayer de définir ensemble un cadre qui rendrait cette technologie hautement sensible, positive et utile pour les citoyens. On se rend compte que bien utilisé, ça peut nous amener très très loin, et en revanche, mal utilisé, ça peut amener à tous les types de manipulations, à toutes les brèches de sécurité, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est déjà de cartographier un petit peu les dangers et les opportunités, et ensuite, on va pouvoir les évaluer. Et on se rend compte, effectivement, quand on va sur le domaine des large models, puisqu'en ce moment, ça nous occupe beaucoup, y compris en France, au Conseil national du numérique, parce que le gouvernement français est aussi assez préoccupé de la façon dont ça pourrait se mettre en œuvre, qu'on a beaucoup critiqué ou dans la presse les modèles qui ont été mis en œuvre, notamment celui de ChatGPT, en disant oui, mais ça fait ceci, oui, mais ça fait cela. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a un modèle équivalent complètement débridé, complètement ouvert, qui a été mis sur le marché. Et là, on peut poser des questions aussi triviales et amusantes que comment faire disparaître un cadavre, et c'est vraiment des trucs, comment empoisonner son voisin. Et là, la machine répond vraiment de façon cash, quoi, vraiment se pose aucune question. Et en fait, bien entendu, ces informations existent déjà sur Internet, et un terroriste ou un meurtrier arrivera à se les procurer. Mais là, maintenant, ça devient hyper facile. Il suffit de poser la question, puis on a un assistant qui vous dit comment vous allez faire disparaître le cadavre. Bah, voilà. Et c'est un épiphénomène, ça fait rigoler, mais c'est pour mettre en avant le fait que, effectivement, ces technologies sont quand même à double tranchant, et que cette évaluation, elle doit être prise en compte. Et pour en revenir un peu au projet que nous, on mène au sein de la Fondation, effectivement, on se rend compte qu'en Europe, maintenant, il y a de moins en moins de fonds qui ne sont pas au moins soutenables. Et donc, en fait, de plus en plus, les LPs vont demander de pouvoir prouver que l'utilisation cas par cas des technologies est une utilisation à impact positif. Donc, être capable d'avoir quelque chose à leur dire, et même qualitativement, pouvoir leur raconter l'histoire, leur expliquer, c'est extrêmement important. Et pour ça, moi nous, on travaille beaucoup sur l'éthique by design, donc comment, dès le début, essayer d'évaluer l'impact positif ou négatif de cette technologie, et puis sur un concept d'éthique dynamique, parce que c'est pas parce qu'on a eu la bonne idée au début qu'ensuite, à mesure des rondes de financement, des changements dans la gouvernance, des changements dans la technologie qui évolue aussi, des nouveaux marchés qu'on aborde, on risque pas leur sortie de route. On risque constamment, et donc en fait régulièrement, il faut se retester pour vérifier qu'on va dans la bonne direction. Beaucoup de développement technologique et l'intelligence artificielle en particulier sont nourris par des jeux de données extrêmement complexes, de plus en plus complexes. Et il faut, quand je vous entends parler, Marie-Paul et Eric, il faut à mon avis une gouvernance aussi vraiment appropriée autour de tout cela. Et la donnée finalement devient un petit peu le moteur
de toute cette transformation et de toute cette durabilité qu'on appelle tous de nos voeux, et en particulier dans le secteur financier sur les prismes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et si je me tourne peut-être vers vous, Marianne et Marie-Josée, peut-être avec toi, Marianne, on voit que il faut disposer de ces jeux de données-là, complexes, etc. Mais du côté de Sweep, ce que vous regardez en particulier, c'est la donnée climat, la donnée climatique. Est-ce que tu peux nous présenter un peu de façon spécifique les données que vous regardez qui sont liées au carbone et qu'aujourd'hui vous utilisez chez Sweep et dans vos développements technologiques et pour vos clients, vos partenaires, pour identifier un peu et analyser également les opportunités d'investissement qui sont liées à la décarbonisation et également sur les objectifs là, de transition net zéro? Grosse question. Grosse question. Longue question, mais courte réponse. En fait, pour nous, on trouve que le climat, c'est avant tout un problème de données et de network. De données parce que c'est un public averti, mais donc le scope 1, 2, 3. Le scope 3, ça représente plus de 80% des émissions pour une entreprise, plus de 90% des émissions pour une institution financière. Et donc ces émissions, elles sont en dehors de l'entreprise. C'est déjà compliqué de collecter l'information opérationnelle, granulaire, au sein même de son entreprise, mais aller chercher l'information auprès de ses fournisseurs, auprès de ses entreprises en portefeuille, ça devient un véritable enjeu de collecte de données, de cohérence de la donnée, de la qualité de la donnée, et ça, le faire de manière un peu sécurisée pour s'assurer qu'on ait cette piste d'audit dont on va avoir besoin pour la réglementation. Et donc, aujourd'hui, le fichier Excel qui se balade par mail a atteint un peu ses limites. Et donc, l'objectif de la donnée et d'une plateforme, c'est vraiment de pouvoir collecter cette information, de la donnée opérationnelle, pour pouvoir vraiment avoir de l'impact. Il y a beaucoup aussi d'approches monétaires où finalement on va se brancher à l'outil comptable et appliquer des émissions monétaires. Mais avec l'inflation, finalement, ça reste des moyennes. Et dès que je veux passer au plan d'action, c'est limitant. Donc nous, on va vraiment aller chercher de la donnée opérationnelle. Est-ce que j'utilise en matière première de l'aluminium recyclé, quel type d'énergie, quel type de certificat, etc. Et donc, je vais pouvoir en fait collecter cette donnée pour pouvoir mettre en place des plans d'action. La limite aussi, c'est j'ai beaucoup de facteurs d'émission pour pouvoir transcrire cette donnée opérationnelle en tonnes de CO2. Nous, on gère pratiquement plus de 40 000 facteurs d'émission dans le monde parce qu'il faut aussi une donnée granulaire, un facteur d'émission de l'énergie en France qui est énergie décarbonée, en Pologne qui est carbonée au Canada ou même par État aux États-Unis. C'est très granulaire. Donc, il faut aussi pouvoir appliquer cette granularité pour pouvoir avoir un plan d'action qui fait du sens. Et donc, quand je parle aussi aux banques et aux investisseurs, aujourd'hui, je suis un investisseur en actions cotées européennes ou monde. J'ai des data providers qui me fournissent de la donnée. Mais si j'investis en tant que fonds de private equity dans des startups, des PME, on en parlait juste avant, elles font pas de bilan carbone, elles ne font pas de rapport RSE. Donc, j'ai pas de données, je suis complètement aveugle en fait sur mes décisions d'investissement. Et c'est vraiment aussi ce rôle de la finance d'accompagner l'économie réelle, d'aider en fait les entreprises à portefeuille à mettre le pied à l'étrier en se disant on va vous aider, on va vous fournir un outil pour calculer votre premier bilan carbone et essayer déjà de comprendre où est-ce que vous en êtes et ensemble on va mettre un plan d'action. Parce qu'une fois qu'on a dépassé le reporting de voilà quel est mon bilan carbone pour des besoins réglementaires, ce qui est important maintenant c'est le plan d'action. Comment réduire ? Je mets en place une trajectoire SBTI. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'initiative sur mon scope 1, sur mon scope 2, sur mon scope 3 ? En tant que fonds d'investissement, il y a le Private Equity Framework qui a été défini par SBTI qui demande du coup aussi d'accompagner les entreprises en portefeuille à déterminer une trajectoire SBTI. Je suis une banque, je suis signataire de la Net Zero Banking Alliance. Je dois définir aussi des trajectoires pour mes plus gros secteurs émissifs. Donc ça veut dire engager un dialogue, ce que disait juste avant Bertrand Millot. Comment j'engage ce dialogue si j'ai pas de données, si j'ai pas d'informations ? Et donc là, la technologie va vraiment apporter une solution. C'est-à-dire que nous, on va connecter le compte des entreprises et le compte des investisseurs pour que collaborativement, on puisse réduire ensemble, qu'on puisse s'accompagner mutuellement vers une trajectoire net zéro. Et aussi, on va encore plus loin sur la complexité des données. Qu'est-ce qu'une trajectoire net zéro ? C'est réduire ses émissions scope 1, 2, 3. C'est aussi permettre de financer des émissions évitées. Donc sur ma chaîne de valeur, donc je finance des solutions bas carbone. Comment je calcule ces émissions évitées ? Comment j'intègre sur un outil les baseline scénarios pour calculer cet impact positif ? Et encore, j'ai aussi besoin d'émissions séquestrées, de financer des puits de carbone. Et donc c'est tout ça en fait une trajectoire net zéro. Et il faut calculer cette information, la capturer et pouvoir la piloter. Donc c'est vrai que, enfin voilà, c'est
C'est pour ça que nous, on trouve que le climat, et ça sera encore plus vrai pour la biodiversité, parce que c'est encore plus matriciel, encore plus de données, en plus c'est les données satellitaires qui vont se rajouter dans tout ça, c'est la donnée, mais le network. C'est-à-dire qu'on va devoir travailler ensemble collaborativement, en toute transparence, en toute sécurité, avec une piste d'audit sur toute la chaîne de valeur. Et donc pour ça, effectivement, Excel a atteint ses limites et la plateforme et la technologie va devoir... ne suffira définitivement malheureusement, pas. c'est un très bel outil, mais... C'est une véritable montagne de données ESG qu'il faut gravir là. Puis il faut vraiment disposer des solutions logicielles adaptées, en particulier sur toute l'information extra-financière. Marie-Josée, justement, les institutions, comment est-ce qu'elles font aujourd'hui là pour s'assurer de la qualité, de l'exactitude, de la transparence des données, en particulier celles qui proviennent des entreprises, des plus petites entreprises? Marianne, tu nous parlais des startups, etc., qui ne font pas de divulgation. On s'assure comment, là, quand on est une grande entreprise, de tout cela? Parce que, in fine, c'est ce dont on a besoin pour nos prises de décision. On fait comment? Excellente question. Je vais essayer de rebondir un peu aussi sur les propos qu'on a entendus jusqu'à maintenant. C'est pas évident, c'est pas facile, ça va prendre du temps. Ce que les investisseurs demandent et exigent de plus en plus des entreprises, c'est pas facile. Je dirais, il y a peut-être deux éléments à décortiquer ou décomposer. D'abord, il y a l'IA et la technologie. Donc, si peut-être toute l'IA est technologie, pas toute technologie est IA. Donc, il y a la bonne vieille technologie et en fait, nous, on est surtout une plateforme de technologie. Pourquoi? Parce que l'IA s'applique, et je suis pas experte en IA, mais selon mes connaissances, s'applique à des modèles de données, à un traitement de très grande quantité de données. Et en fait, c'est de faire ce qu'un humain devrait faire, une réflexion humaine fait, mais à très, très grande échelle, très rapidement. Quand on est en collecte et gestion de données ESG en entreprise, c'est les données de l'entreprise. C'est beaucoup de données diverses sur des sujets divers, très différents, qui se situent à des endroits très différents à travers l'entreprise. C'est pas des très grands volumes de données, sauf les données liées peut-être au calcul des émissions de gaz à effet de serre, où là, on est carrément dans un autre cas de figure, mais encore là, c'est du calcul, c'est pas nécessairement de l'intelligence artificielle. Donc, il y a juste de garder ça en tête quand on parle technologie, solutions technologiques, comment la technologie va aider les entreprises, aider les investisseurs. Est-ce que c'est de la technologie ou est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Et l'intelligence artificielle n'est pas la réponse à tout, ne va pas résoudre tous les problèmes, comme la technologie d'ailleurs. S'il y a un message à passer, c'est que la technologie n'est pas une solution magique. Elle ne remplace pas le besoin pour les entreprises de réfléchir, c'est quoi mes enjeux matériels? Comment j'intègre le développement durable à ma stratégie et mon modèle d'affaires? Comment j'identifie et je mesure mes dépendances et mes impacts, mes risques et mes occasions? Comment je vais collecter ma donnée et la mettre dans un rapport pour les utilisateurs de ces données-là, que ce soit les investisseurs ou les grands clients ou le grand public. Le deuxième élément à décortiquer, je pense, c'est quand on parle de données, quelles données et provenant de qui? Il y a la donnée qui provient des entreprises, la donnée de collecte, de mesure de performance sur des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance que l'entreprise doit elle-même produire parce qu'elle gère ses enjeux et elle veut mesurer sa performance, mesurer comment ça marche. Est-ce que ça va bien? Est-ce que je performe bien? Est-ce que je dois rajuster mes processus ou les actions que je prends? Donc, il y a les données qui sont générées de l'entreprise et là, c'est là où on est dans le contexte de reddition de comptes, réglementation, standardisation, audit externe pour valider les données qui sont fournies et aussi numérisation. Si on regarde la réglementation, si on regarde les normes, l'Europe est un excellent modèle, mais ça va se répartir ailleurs. La réglementation va forcer les entreprises d'abord à divulguer pour que la donnée soit disponible. C'est la réglementation qui dit aux entreprises, vous devez divulguer, qui va faire que la donnée va être disponible. Ensuite, la réglementation va dire, vous devez utiliser une norme spécifique. Pourquoi? Pour qu'il y ait une comparabilité des données, pour que les entreprises donnent la même information au marché pour qu'on puisse la comparer. La réglementation va aussi dire vos données doivent être auditées par un auditeur externe. Donc, pour ça, il faut qu'elles soient fiables. Donc, on revient à l'élément technologique. Et la quatrième exigence, c'est que vous allez devoir sortir un rapport qui est lisible numériquement, HTML, et aussi étiqueté avec une taxonomie XBRL
pour que vos documents soient lisibles, non seulement par des humains, mais aussi par des machines, parce que 97% des personnes qui lisent les documents de reddition de comptes aujourd'hui, c'est des machines, mais qui vont pouvoir, en lisant le document étiqueté XBRL, savoir exactement quelles données y sortent. Et je dirais qu'on entend, en fait, quand on parle d'IA, on parle de traitement de très grands volumes de données. Ça s'applique dans le cas des utilisateurs de données qui veulent lire des données ou capter des données de plusieurs entreprises ou qui veulent pouvoir aller trouver et interpréter des documents qui sont disséminés dans le marché, mais pas nécessairement facilement accessibles. C'est pas une IA qui va servir à l'entreprise elle-même. Donc, je pense que c'est important de comprendre un peu la perspective, dans quelle perspective on se met. Puis il y a peut-être deux tendances. Il y a la tendance IA qui va lire tous les documents qui sont disponibles publiquement. Il faut encore qu'ils soient rendus publics. Il faut encore que l'entreprise ait donné cette information-là à un organisme, au gouvernement ou autre. Et l'autre élément, ça va être la réglementation et le cadre réglementaire et de divulgation qui va forcer les entreprises à elles-mêmes fournir leurs données directement au marché. C'est deux approches complètement différentes. On va peut-être se rencontrer au milieu quelque part, mais c'est juste qu'il faut comprendre la distinction. Donc, je dirais pour répondre à la question, longue réponse à la question. Personnellement, moi, je pense que la meilleure donnée, au niveau, quand on parle de performance sur des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance de l'entreprise, la meilleure source de données, c'est l'entreprise. Et donc, d'avoir un cadre réglementaire qui va forcer les entreprises, l'ensemble des entreprises à fournir cette information-là de manière structurée et fiable, je pense que c'est ça qui va répondre aux besoins informationnels des investisseurs, mais aussi des autres utilisateurs de ces informations-là. Et justement, si on poursuit sur cette question un peu plus de réglementation ou de normalisation, ce matin même, il y avait un panel qui se tenait avec Jing Donghua, qui est le vice-chair de l'International Sustainability Standard Board, Charles-Antoine Saint-Jean, qui est le tout nouveau chair du Canadian Sustainability Standard Board, donc le pendant du Canada de ce conseil international, où on parlait beaucoup justement de mettre fin à la fameuse soupe à l'alphabet, là, comme on entend bien souvent parler. Tu as commencé à esquisser un peu tout cela, mais j'aimerais un peu plus que vous nous expliquiez peut-être, Marie-Josée ou Marianne, j'aimerais peut-être voir avec vous là sur ces questions-là, mais Eric et Marie-Paul, sentez-vous bien à l'aise, mais est-ce que de votre point de vue, vous voyez des challenges, des défis particuliers se poindre à l'horizon, parce que tout le monde n'est pas équipé de la même façon là, pour les intégrer et pour divulguer de l'information, en particulier dans ce qui constitue, puis c'est le thème de ce sommet-là, l'économie réelle, c'est 95% de petites entreprises. Exactement. On fait comment? Et dans tous les secteurs d'activité. Je peux peut-être commencer, puis en fait, justement, ça va permettre de rebondir sur un commentaire du panel précédent d'ailleurs. Et effectivement, autant au Canada qu'aux États-Unis, qu'en Europe et probablement tous les marchés à travers le monde, le gros de l'économie, la vraie économie, l'économie réelle, ce sont des petites et moyennes entreprises. Donc, je pense que ce n'est pas se rendre service de dire « Ah, on va les laisser de côté » ou « Ah, elles n'ont pas les moyens ». Si ça fait partie d'une bonne gestion d'entreprise, de gérer ces enjeux ESG de développement durable, si c'est une question de gestion de risque et d'opportunité, si c'est une question de création de valeur, si c'est quelque chose qu'on exige que les entreprises intègrent à leur modèle d'affaires et leur stratégie d'affaires, ben, il faudrait qu'elles le fassent dès le début, donc à la naissance, et donc quand elles sont encore petites. Si les investisseurs allouent leurs capitaux en fonction de ces critères de développement durable-là, est-ce que ça veut dire que toutes les PME n'auront plus accès au capital parce qu'elles ne donnent pas de reddition de compte, parce qu'elles ne gèrent pas ces enjeux-là, parce qu'elles n'en ont pas les moyens? Donc, moi, je pense que c'est une fausse solution. Il faut que les entreprises le fassent à la hauteur de leurs moyens. Il faut leur donner les moyens de le faire. Il faut leur donner la motivation et ou la réglementation pour le faire. De toute façon, les PME font partie des chaînes d'approvisionnement et les grandes entreprises sont obligées de gérer leurs enjeux dans toute leur chaîne d'approvisionnement. Donc, que ce soit accès au capital, que ce soit le virage que tout le monde doit prendre, je pense que c'est faire une erreur que d'exclure les PME supposément parce que ça va être difficile si c'est la façon dont les entreprises devraient être créées et gérées aujourd'hui. Je serais plutôt en faveur de trouver le moyen de les inclure. Marianne, est-ce que tu veux enchérir sur ce point-là, de la normalisation, réglementation? Ouais, alors du coup, après, je renchéris sur les PME, mais on parle de soupe de l'alphabet parce qu'il y a énormément de réglementations qui émergent un petit peu partout.
Donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de la convergence, parce que aujourd'hui, je suis une entreprise canadienne qui a des opérations en Europe. Je vais devoir me conformer à la CSRD, qui représente plus de 1000 points de données à collecter. Donc, c'est quand même, quand on parlait pas beaucoup de données extra-financières, il y a quand même 1000 points de données à collecter pour la CSRD. Je vais devoir aussi me conformer à l'ISSB, et il y a la SEC qui est en train aussi de développer une autre réglementation, mais voilà. Donc en fait, ça devient compliqué tant en tant qu'entreprise qu'en tant qu'investisseur aussi, parce qu'il y a la SFRD aussi en Europe, la SEC et la SDR au UK. Donc grosso modo, je vais devoir classifier mon fonds de manière différente 3 fois, avec des reportings différents à chaque fois. Et donc au final, je passe plus de temps à faire du reporting que à l'analyser et à prendre des décisions d'investissement. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça l'enjeu, c'est comment redonner du sens à l'extra-financier, parce que dans quelques années, et même avant ça, à très court terme, la donnée extra-financière a la même valeur que la donnée financière en termes de qualité, d'auditabilité, de certification. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de third-party insurance, d'auditeurs externes, etc. Et c'est pour ça, nous, on fait des partenariats avec des cabinets d'audit, parce que avec des accès gratuits sur la plateforme, pour justement faciliter le travail des auditeurs pour ce travail de certification. Parce qu'en tant qu'investisseur, j'ai besoin de données comparables pour faire des choix d'investissement. J'ai besoin de pouvoir me fier à cette information. Et je suis aussi tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, les petites entreprises et les moyennes entreprises, les grandes ETI industrielles qui ne sont pas cotées, n'ont pas les ressources ni financières ni humaines pour faire tout ce travail. Mais il faut commencer, il faut mettre le pied à l'étrier, il faut avoir un rapport qui soit complètement transparent en termes de qu'est-ce qui a été calculé, qu'est-ce qui a été estimé, où est-ce que j'en suis, pour que l'investisseur puisse avoir une bonne information de, voilà, je sais qu'ils commencent et ils travaillent sur leur plan de transition, mais au moins je sais où je peux me tenir d'un point de vue qualité de la donnée. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de plus de convergence, plus de transparence. La bonne nouvelle, c'est que toutes les réglementations s'appuient plus ou moins sur la TCFD. Et donc, on a quand même une base commune sur le climat. Il y a la TNFD qui arrive sur la biodiversité. Et donc, quelque part, au-delà des métriques, ce qu'on demande aussi de plus en plus, c'est la gouvernance. Et ça qui est vraiment important, c'est qu'on parle de plan d'action. On parle de mise en place d'une trajectoire de réduction. Parce que si on veut être net zéro en 2050 à l'échelle planétaire, ça veut dire que globalement, et tous ensemble, il va falloir commencer à mettre des choses en place. Et donc, voilà, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est compliqué, c'est pas forcément pareil partout, mais voilà, il y a quand même une base, et je pense que la technologie va aider. Et je suis d'accord aussi avec ce qu'on disait sur l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle va arriver sur faciliter le contrôle de cohérence, les contrôles de qualité, avoir en fait mettre moins d'humains en fait sur la partie vraiment check administratif, check de qualité, etc. pour passer plus de temps sur l'analyse. Et c'est pour ça que effectivement on peut différencier les différents outils technologiques, comment faciliter en fait le travail pour que l'humain derrière puisse analyser. Et peut-être pour me tourner vers Marie-Paul et Eric, et pour la fin de notre discussion, il a été beaucoup de questions de données ESG. Il faut donner un sens à tout cela. Est-ce que l'IA est capable aujourd'hui de donner un sens et une sorte de contrôle en termes de cohérence pour une prise de décision? Est-ce que, Marie-Josée, tu nous parlais justement, il faut des rapports qui sont machine readable, etc., dans des formats dont j'ai absolument rien compris, mais je te fais entièrement confiance là-dessus. Mais est-ce que l'IA, c'est l'alpha et l'oméga finalement de la finance durable? Moi, tout d'abord, je veux juste souligner que toute la discussion autour du reporting, c'est extrêmement important. Puis on espère que ces réglementations-là vont pouvoir arriver très bientôt. Mais la réalité, c'est que ça va certainement prendre un certain temps avant que cette uniformisation soit présente. Alors moi, j'aurais le goût d'amener la discussion un peu ailleurs pour terminer, puis vous amener à rêver à ce que l'IA peut faire aussi d'original, puis pour tout de suite commencer à réduire notre impact en matière d'ESG, puis notamment au niveau de la biodiversité, parce que je pense que c'était un des thèmes aussi de la conférence. Donc, j'ai une petite liste d'entreprises, vous pourrez venir me voir après si vous voulez, ou aller voir vitrine.ia.québec. Au Québec, on a toutes sortes d'entreprises qui permettent d'agir dans ce sens-là. Il y en a une qui s'appelle Whale Seeker, qui permet d'identifier la présence de baleines le long des routes de navigation, qui permet d'évaluer donc aussi l'impact environnemental de certains projets de construction, d'énergie offshore ou de navigation.
Et de plus en plus, on a toutes sortes de façons différentes de collecter les données également. Donc, les types de données vont être différents. Mais on les collecte à l'aide de drones. Il y a drones des champs dans le domaine de l'agriculture, par exemple. On a Northstar qui éventuellement va avoir des satellites qui vont permettre à la fois de faire le trafic dans l'espace, mais aussi d'observer ce qui se passe ici sur la Terre. Et je pense que on se doit d'aller regarder les possibilités que l'intelligence artificielle peut amener. Il y en a dans le domaine de l'analyse des sols en agriculture, Chrysalabs, AI Terra, de la décontamination des sols et des eaux souterraines. Alors, je pourrais vous en nommer plein d'autres. Alors, je pense que au Québec, on a une force en intelligence artificielle. On devrait, en tant qu'investisseur, encourager les entreprises dans lesquelles on investit de faire appel à ces solutions-là, ou si vous êtes une entreprise vous-même, de vous tourner vers les Brainbox AI de ce monde pour commencer tout de suite à avoir un impact. Vitrine.qc.ca, c'est ça? Vitrine.ia.québec. Voilà. Éric? Alors, un peu pour prendre la suite et en complément, moi j'aime beaucoup cette idée de remettre un peu du sens, de redonner du sens à l'extra-financier. C'est pas toujours facile quand on voit ces tonnes de données et c'est encore plus difficile pour les petites entreprises. Et c'est vrai que nous, au sein de la Fondation, on pousse aussi beaucoup pour ajouter à cette dimension quantitative tout un travail qualitatif qui est fait sur l'accompagnement et qui permet peut-être plus facilement, même pour une petite entreprise qui n'a pas encore beaucoup de données, de pouvoir se fixer une feuille de route en termes de gouvernance, de repérer les difficultés qu'elle va rencontrer, les impacts négatifs qu'elle souhaite corriger et peut-être en lien avec ses investisseurs de voir comment avancer dans cette direction-là. Et je pense que c'est intéressant parce que d'abord, c'est peut-être plus directement abordable, y compris par des entreprises plus petites. Ça permet d'insuffler un sens rapidement. Ça permet assez rapidement d'aller vers la dimension de la feuille de route. Et surtout, ça va pousser les dirigeants d'entreprise et les porteurs de projets à se poser les questions éthiques. Moi, mon idée, c'est pas seulement de faire en sorte que tout soit conforme. La conformité, elle est importante. Je ne vais pas dire le contraire. Mais le problème, c'est qu'elle n'évite pas les Dieselgate. Le problème, il va toujours se glisser entre deux cases. Il y aura toujours un truc qu'on n'a pas vu. Le seul moyen, c'est qu'à un moment, l'humain prenne du recul et se dise, mais on développe un projet, mais est-ce que c'est bien ça? Finalement, quel sera l'impact? Comment est-ce que les gens vont l'utiliser? Bien, mais aussi mal. Parce que finalement, on parlait des larges modèles. C'est moi ce que je trouve fabuleux, c'est le fait d'avoir maintenant l'intelligence artificielle à la portée de tout le monde, y compris les freelancers, y compris les indépendants, enfin les particuliers. Toutes les professions y ont accès, mais les bons comme les mauvais. Et on a déjà vu plein de mésusages. Donc en fait, se poser ces questions-là, à un moment, ça demande, il n'y a que l'humain pour le moment qui est capable de se poser ces questions-là, de sortir un peu, de prendre un pas de recul. Et je pense que ça a un double intérêt. D'abord, je pense que ça protège beaucoup mieux l'entreprise et ses investisseurs contre des échecs potentiels qui sont liés aux mésusages, mais qui sont liés peut-être juste à des externalités négatives du modèle d'affaires, de la technologie, de son utilisation, etc. Et puis petit à petit, ça contribue à développer une culture de l'éthique. C'est au bout d'un moment, on prend l'habitude de se poser des questions. Et ça, nous, on l'a fait avec des grands groupes en Europe qui ont demandé, je pense au groupe La Poste, par exemple, qui a mis en place un comité pour une IA de confiance. Ils ont 150 projets à base d'IA tous les ans et ils avaient besoin de s'assurer que tous ces projets-là étaient bien conformes. Donc, il y a quand même de la conformité, conforme à leur politique, d'éthique de l'intelligence artificielle, mais ils voulaient aussi petit à petit que ça percole dans les équipes et qu'elles se posent les bonnes questions. Et ça, je pense qu'au bout d'un moment, c'est ça qui va faire la différence. C'est qu'effectivement, on aura les données, on sera capable, on aura les standards, on sera capable de faire une analyse, mais en amont, ceux et celles qui développent ces technologies, ceux et celles qui les financent, ceux et celles qui les utilisent, seront capables de se poser les bonnes questions et de faire les bons choix. Merci beaucoup à vous quatre. Je retiens que finalement, c'est pas parce que c'est nécessairement durable que c'est forcément souhaitable au niveau de la technologie ou peu importe que ce soit-il. Je retiens également de vos interventions que finalement, rien ne se fera sans la collaboration. Je pense aux institutions financières avec des centres de recherche, des partenaires académiques, des intégrateurs technologiques tels que Novisto, tels que Sweep, pour apporter des solutions. Donc, merci beaucoup à vous quatre pour cette participation. Puis merci à vous pour nous avoir écoutés. Merci.